Ah ben, telle qu'est la direction du vent en ce moment, moi je pense que tu peux partir de Jump It, voler directement vers le sud du volcan, puisque la fumée ira battue vers le nord. Et à mon avis, si tu es assez haut, tu dois pouvoir avoir une vue plongeante sur le fond du cratère. Moi je suis assez content qu'on aille au Semeru, parce que en ce moment, il est vraiment dans une activité tout à fait inhabituelle. Normalement, son activité, c'est des explosions. Tu te rappelles les explosions d'il y a 2 ans, là. Vraiment des explosions qui montent à 1000-2000 mètres au-dessus du volcan. Et puis là, depuis 2 mois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ça, les gens du VSI, ils ne savent pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça, moi je suis assez content, ça montre un peu l'intérêt du survol en ULM. Parce que s'il y a un déplacement du centre d'activité ou je sais pas moi, du soufre qui est apparu, tout ça, c'est des indications pour une reprise d'activité. Et en plus, comme c'est un volcan qui est quand même extrêmement dangereux, s'il s'arrête, c'est qu'il y a une remontée en pression et qu'il peut y avoir peut-être une grosse éruption à la fin. Bon, l'atterrissage, effectivement, le sable, c'est pas un cadeau. Eh bien, mes enfants, le Semeru, il fait froid. Hein. 3700 mètres, on devait bien être à combien, 200-300 mètres au-dessus? Oui, c'est ça, oui, puisqu'on voyait le petit cratère. Donc 4000. Eh bien, dis donc. Alors, effectivement, aucune activité. Hein. De la fumée, seulement un peu de fumée. Ah, ça fait marrant d'ailleurs, hein, parce qu'on est tellement habitué à le voir avec son champignon, là. Ouais. On le reconnaît à peine, le Semeru. Ce cataclysme aurait dû faire plusieurs milliers de morts. Il fera 37 victimes. Les 10 jours précédant l'éruption, là on a la montée de la température qui était partie de 30 degrés, qui atteint maintenant presque 40 degrés. Et c'est ce qui nous a fait signaler l'imminence de l'éruption vers le 9. On a téléphoné le 9 février pour dire qu'à notre avis c'était tout à fait imminent. L'équipe de Michel Alvax, responsable du laboratoire d'instrumentation géophysique de Chambéry, était la seule à avoir prévu cette éruption. Elle a mis en place un réseau de stations d'alerte fonctionnant par transmission satellite. Dès 1988, une de ces stations à liaison Argos avait été installée sur le lac de cratère du volcan. Bon, on a du mal à se représenter en fait comment c'était. Hein. Tout le fond là, pratiquement la moitié du cratère était occupé par le lac. Au fond, de ce côté-là, il y avait des bois. On a même trouvé des cerfs là-bas. Et puis en face, c'était une plage couverte de... Bon, il y avait des fumerolles. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est que le fond du cratère actuellement est vraiment beaucoup plus profond que le lac. Hein. À mon avis, au moins 50 à 100 mètres de plus en profondeur. La station du Keloud a émis sans interruption pendant 20 mois jusqu'à 1 heure avant l'éruption. Les paramètres les plus significatifs de l'activité du volcan étant disponibles directement sur Minitel au laboratoire de l'Université de Savoie. L'observation de signes alarmants permit de prévenir à temps les autorités indonésiennes. 60 000 personnes ont été évacuées 2 heures avant le cataclysme. Mais à Gnos, 1746 victimes, on n'avait jamais vu ça. Et on ne savait trop comment solutionner le problème. Alors le président de la République convoque une conférence internationale en mars 87 à Yaoundé. Les scientifiques du monde entier ont accouru au palais des congrès. Et là, toutes les hypothèses ont été avancées. 2 hypothèses se sont affrontées. La première mettait en avant une reprise d'activité du volcan avec une explosion qui aurait pu dégager une grande quantité de CO2. L'autre hypothèse, confirmée depuis, mettait en avant la présence de gaz carbonique dissous dans les eaux profondes du lac. Bon, là on est dans une des sources carbonatées qu'il y a dans la dorsale
volcanique nord-ouest du Cameroun. Pratiquement dans toute cette dorsale, eh bien, on trouve des sources qui sont très riches en gaz carbonique, qui viennent en fait de magma très profond. 87,5 de CO2. Alors, Michel Albax, tout est prêt pour affronter le monstre? C'est vraiment un monstre, ce lac. Le lac Monoun est encore une petite échelle. C'est une maquette pour nous. Pour nous, c'est une maquette du grand lac Nyos où il y a quand même environ 30 fois plus de gaz carbonique. Toutes les difficultés sont beaucoup plus importantes parce que le lac d'abord mesure 200 mètres de profondeur alors que Monoun mesure seulement 100 mètres de profondeur. Et en plus, le lac est complètement perdu au milieu des montagnes du nord-ouest du Cameroun, très difficile d'accès avec des routes épouvantables, alors que Monoun est accessible par une piste. L'intérêt déjà de Monoun, c'est de se faire la main, c'est une maquette pour nous pour préparer l'expérience de Nyos. Et en plus, on a fractionné dans l'expérience de Monoun, on fractionne les difficultés, on part d'abord avec un dispositif de tubage de faible diamètre, un diamètre intérieur de 5 cm, ce qui est énorme par rapport aux premières expériences de 90, puisque c'était 1 cm. Puis on va passer au diamètre donc, de 140 mm, donc c'est nettement plus gros. Et disons que là, on essaiera d'évaluer d'une part la vitesse de montée du liquide dans les tubes. On a un capteur qui permet de faire cette mesure et surtout, sur le plan sécurité, les forces qui vont s'exercer sur ces tubes. Parce que, bon, là, on a bien fait tourner les codes de calcul. Le phénomène est tellement, disons, nouveau qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes physiques même sur le processus. Faute d'essence, la pompe va bientôt s'arrêter. Michel cherche désespérément une solution pour déclencher le jet et sauver la mission. On peut essayer encore une fois, je ne dis pas du tout, on a peut-être très peu de chances de réussir, mais à mon avis, on devrait sortir actuellement la totalité de la colonne, enlever la vanne du milieu qui est la seule explication s'il y a une merde au milieu, et puis réessayer. Il y en a pour maintenant, on a une pompe qui marche très bien, c'est-à-dire en 6 heures, on est sûr d'amorcer, mais je pense que Jacques ne voudra pas. De toute façon, ça marchera. Si ça ne marche pas pendant cette mission, ça marchera pendant la prochaine. Si ça ne marche pas, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus parce qu'on ne trouvera pas les fonds pour refaire quelque chose. Là, je crois que, honnêtement, c'est notre dernière chance, elle est là. On ne trouvera pas les fonds. Et puis, tu te rends compte de l'effort qui a été fait, de ce qu'il y a actuellement. Actuellement, il y a une colonne, tout est prêt, tout. Oui, mais elle n'est pas perdue. Oui, mais elle ne marchera pas dans un an. Elle va se rouiller, elle va se dégrader, elle va se... Regardez! Oh, c'est extraordinaire. Ouais! Ça, c'est extraordinaire. Ça, alors, c'est le suspense. Ça, c'est... Ah, putain. Ça, alors, vraiment, ça arrive pile poil. Tu te rends compte? Au moment où on se barre, à 5 minutes près, on déconnecte l'électronique et tout, le jet qui part. Et puis le jet de Genève. Waouh! C'est formidable. Oh, les mecs! Wow.